Merci de cet exposé très riche. On peut commencer la discussion par quelques remarques qui se greffent directement sur vos derniers mots concernant la Révolution française. Effectivement, pendant la Révolution française, le terme de référendum d'abord n'est pas utilisé. En revanche, il y a un terme qui est utilisé de façon très constante pendant l'automne 1789, c'est le terme d'appel au peuple. Et ceux qui défendent, qui mettent en avant cette notion d'appel au peuple, comme vous le savez, ce sont les partisans du veto royal. Donc, ceux qui défendent la théorie de l'appel au peuple, ce sont ceux qui veulent trouver un moyen de contourner l'Assemblée. Et contourner l'Assemblée, c'est former un rapport solide entre l'exécutif et le peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle, justement, cette vision de l'appel au peuple a été rejetée, parce qu'elle était défendue par les monarchiens. C'est eux qui ont été les théoriciens de l'appel au peuple. Mais pendant la Révolution, il y a un autre aspect qui fait référence à ce que vous venez de dire de la question du référendum, c'est qu'en 1793, tous les éléments qui se lient à une théorie du référendum, bien que le terme n'existe pas à ce moment-là, sont effectivement liés à la recherche de ce qu'on a alors appelé un quatrième pouvoir, c'est-à-dire quelque chose qui n'était ni l'exécutif, ni le législatif, ni le judiciaire, mais un pouvoir d'intervention ou un pouvoir de surveillance, un pouvoir de contrôle. On peut dire que Condorcet était un des grands théoriciens de ce quatrième pouvoir. Mais c'est autour de cette notion de quatrième pouvoir que se sont en fait noués tous les débats au début 1793. Tous les projets constitutionnels très nombreux, il y en a plus de 200 qui sont repris dans les archives parlementaires au moins. Parmi ces 200 projets, presque tous font référence à cette idée. Donc à ce moment-là, on voit naître l'idée de référendum ne se sépare pas de la recherche de moyens de contrôle, de moyens de surveillance et d'un pouvoir propre de cette nature. Et donc, dont le référendum ne serait qu'une manifestation parmi d'autres, et peut-être même la manifestation la plus faible. La troisième remarque sur la Révolution française, c'est que l'idée de référendum, qui est devenue l'idée de référendum constitutionnel, je mets de côté, parce que là, il a été effectivement appliqué, je mets de côté toutes les théories de la législation directe, qui sont évidemment très nombreuses, notamment dans le milieu des clubs de l'été 1791. Mais le référendum n'est pas vu du tout comme l'expression d'un choix, il est vu comme l'expression d'une adhésion. D'ailleurs, la formule qu'il y a dans beaucoup des référendums constitutionnels, c'est le peuple français, on ne demande pas est-ce que vous approuvez, le peuple français approuve. Donc, ça n'est pas un choix qui est à faire entre deux options, c'est la manifestation de l'unité sociale autour du contrat. C'est donc un référendum, pourrait-on dire, qui a une nature complètement différente de celle qu'on voit dans le monde contemporain, où le référendum est supposé exprimer la possibilité de faire un choix entre deux options, quelles que soient ces options. Donc il est naturel que pendant la Révolution, ce qui était l'élément le plus intéressant intellectuellement sur le référendum, c'était son lien au quatrième pouvoir. Or, ce lien n'a pas été poursuivi parce qu'ensuite, cette idée a été réexprimée au moment des débats de l'an 8, mais beaucoup plus faiblement. C'est ce qui aboutit à l'idée du tribunat. C'était défendu par Sieyès, par Benjamin Constant. Mais après, cette idée de quatrième pouvoir a disparu. Or, d'un certain point de vue, elle renaît aujourd'hui et ça nous amène aux 3 points absolument centraux de votre exposé. Je trouve que la force de votre exposé, c'est d'abord d'avoir bien montré le lien très fort qu'il y a entre la question du référendum et celle de l'exécutif. L'histoire du référendum est une histoire des conditions d'affirmation ou de renforcement de l'exécutif. Cela a été de façon absolument permanente. Et effectivement, la situation nouvelle aujourd'hui, c'est que le référendum n'apparaît plus comme un élément de renforcement de l'exécutif. Il apparaît comme un problème pour l'exécutif et non pas comme une solution. Mais quand le référendum était un élément de renforcement de l'exécutif, ça veut dire aussi
que l'hostilité au référendum avait deux origines. L'hostilité au référendum pouvait être reposée sur les théories classiques, aristocratiques, disons, du gouvernement représentatif. C'est toutes les visions parlementaires classiques. Mais était aussi une forme d'opposition et d'hostilité à l'idée même de l'exécutif. Or, sur ce point-là, on peut dire que l'exécutif a gagné la bataille, parce que l'exécutif s'est partout imposé, comme dans le monde contemporain, oui, comme le pouvoir central. Le pouvoir central qui n'est maintenant indiscuté, il a l'initiative des lois le plus souvent, vous l'avez mentionné, le parlementarisme est presque partout rationalisé, à l'exception peut-être sur certains aspects des États-Unis. Mais donc, dans ces conditions, le référendum n'a plus à être la béquille de l'exécutif. L'exécutif, en fait, il existe en tant que tel. C'est précisément parce qu'il a gagné la bataille qu'il n'a plus besoin du référendum. Alors, le référendum justement, on va peut-être qu'il ne faut pas aller aussi vite à cette conclusion, à mon avis. Mais en tout cas, au moins bien manifester le fait que l'exécutif, aujourd'hui, est reconnu comme le pouvoir central, ce qu'il était dans la Constitution de Weimar. Mais dans la Constitution de Weimar, il était reconnu comme central sans que la personnalisation de ce pouvoir soit très forte. On ne peut pas dire que Friedrich Ebert était une personnalité charismatique. On ne peut pas dire que le maréchal Hindenburg était une personnalité charismatique. Donc là, il y a véritablement une tentative de penser constitutionnellement l'exécutif, je dirais, avant même que la personnalisation ne devienne le lot de toutes les démocraties contemporaines. C'est là l'intuition remarquable de Weber, parce qu'il avait parfaitement vu. Oui. Oh, pardon. Non, je dis, c'est là l'intuition remarquable de Weber, parce que, bon, j'ai pas eu le temps de le dire, mais il souhaitait ce régime qu'on a appelé, alors on peut aussi discuter cette étiquette, il ne l'a pas souvent employée en fait, de démocratie plébiscitaire pour l'Allemagne, mais il était aussi convaincu, alors parce qu'il pensait que c'était le régime qu'il fallait pour l'Allemagne à ce moment-là, mais il pensait aussi que c'était le régime qui allait de toute façon s'imposer partout, dans toutes les démocraties, que c'était le régime qui allait de pair presque nécessairement avec le suffrage universel, parce qu'il pensait que, puisque le suffrage universel apparaît dans la plupart des pays à cette époque, après la Première Guerre mondiale, et il est convaincu que l'entrée des masses en politique va produire ce type de régime, parce que le peuple, d'abord, élit, d'après lui, le peuple est sensible aux qualités du leader charismatique, il élit ce type de leader, il produit une personnalisation de la politique, et puis il a aussi une analyse plus fine, plus détaillée d'un autre phénomène, qui est que, d'après lui, l'entrée des masses en politique va demander une demande d'intervention gouvernementale accrue, et donc une augmentation, un accroissement du pouvoir bureaucratique, et sinon un leader charismatique est capable de tenir tête à la bureaucratie. Donc il développe cette analyse qui va bien au-delà de l'Allemagne, et qui est donc une sorte de vision du régime futur, qu'il voit donc comme effectivement ce qui s'est produit, des régimes dans lesquels c'est l'exécutif qui domine largement. Et l'exécutif domine largement maintenant, sauf au fond les seuls pays dans lesquels l'élection de l'exécutif véritable au suffrage universel, le seul continent où elle est limitée, cette élection, c'est la vieille Europe. Parce que partout ailleurs dans le monde, c'est là qu'a lieu l'élection au suffrage universel. Les progrès de l'élection d'exécutif au suffrage universel ont d'abord été ailleurs qu'en Europe. En Europe, il y a très peu de pays dans lesquels l'exécutif véritable soit au suffrage universel. Il y a des pays dans lesquels le président est élu au suffrage universel, c'est le cas de l'Irlande, mais il n'a pas le pouvoir exécutif. En revanche, on voit aussi partout progresser le référendum constitutionnel. Voyons les débats qu'il y a ces jours-ci en Ukraine. Mais au fond, vont de pair aujourd'hui la valorisation du référendum sous sa forme de référendum constitutionnel et la valorisation de la présidentialisation à travers l'élection au suffrage universel. Or, ce qu'avait prévu Weber,
c'est que l'élection au suffrage universel renforçait évidemment le pouvoir exécutif, mais lui donnait une force dans la durée, une autonomie. Or aujourd'hui, ce que l'on constate, alors là, dans tous les régimes du monde, et c'est un point sur lequel je veux vous interroger, sur lequel vous avez insisté, les pouvoirs élus deviennent rapidement des pouvoirs qui déclinent dans l'opinion, quelle que soit la rapidité de ce déclin. C'est un fait général de toutes les démocraties. Donc vous l'avez abordé, cette question de l'exécutif affaibli, comme une des raisons qui explique la peur du recours au référendum, puisque la probabilité de gagner un référendum quand on fait un score de 30% d'opinion favorable est évidemment beaucoup plus faible. Mais je renverserai la question, c'est quelles conséquences peut-on tirer du pouvoir affaibli quant au rôle, justement, de l'opinion, quant au rôle de la société. S'il y avait un référendum, à ce moment-là, le référendum, il serait presque comme un recall, si je puis dire. Êtes-vous pour... tout référendum aujourd'hui pourrait prendre cette dimension-là, quelle que soit la question. Le glissement d'opinion, c'est êtes-vous pour le maintien ou le rejet du président. Donc ce serait introduire de fait dans la pratique l'institution du recall qui existe aux États-Unis dans les États à tous les niveaux, mais évidemment pas au niveau fédéral. Oui, sauf, j'essaie de le dire, si la question intéresse de près les gens, les électeurs. C'est ça qui est fondamental, parce que ce à quoi vous faites allusion, c'est un glissement d'enjeu, hein, c'est-à-dire en théorie, on pose une question, par exemple, est-ce que vous êtes pour le quinquennat ? Mais en pratique, les gens répondent à une autre question. En fait, les électeurs votent pour ce qui les intéresse. Ils ne sont pas très disciplinés de ce point de vue, c'est peut-être pas un mal. Ils votent toujours, jamais pour ce qu'on leur demande. Ils votent pour ce qui les intéresse. Alors, le plus souvent, ce qui les intéresse, c'est justement l'action gouvernementale, ou c'est l'action du président de la République. Sauf si on leur pose une question qui les intéresse. Si on leur pose une question, je ne dis pas qu'il faut un référendum là-dessus, mais c'est un exemple, sur le mariage gay, vous verrez qu'il n'y aura pas de glissement d'enjeu. Il n'y en aura pas. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a un avenir du référendum et que vraiment l'instrument réalise sa promesse démocratique, parce qu'il y en a quand même une. C'est si on pose des questions qui intéressent les gens. Alors, il y a des... Bon, c'est une façon rapide de dire les choses. De fait, toutes ces questions qui ne risquent pas d'être soumises à des glissements d'enjeux. Voilà. Toutes ces questions sont les questions de société. Voilà. Ce sont les questions, pourrait-on dire, qui, d'une manière ou d'une autre, ne redécoupent pas l'opinion selon les lignes de fracture politique. Bon, c'est ce qu'on appelle, au sens large du terme, les questions de société. Mais la question qui est posée à ce moment-là, c'est que presque toutes ces questions de société sont des questions qui mettent en jeu une interprétation de ce que veut dire un droit de l'individu. Bien sûr. Donc à ce moment-là, ça pose une question très particulière qu'on avait vue avec Dominique Rousseau lors de la première séance, c'est qu'à ce moment-là, le référendum, si un référendum est amené à changer la nature, je dirais, de la définition de ce qu'est la protection des droits, il va se situer dans un terrain où la norme n'est pas simplement la norme nationale, mais où c'est la norme européenne, ou la norme internationale. Il y a des tribunaux qui défendent en Europe, justement, les droits. Donc, là, il y a l'illusion. Le seul domaine dans lequel il peut y avoir un référendum avec des enjeux non glissants, voilà, c'est les questions de société, mais ce seul domaine est le domaine dans lequel, à chaque fois, est impliquée une définition de ce qu'est l'autonomie de l'individu et la nature de ses droits personnels. Et à ce moment-là, ces questions-là sont des questions qui ont été en quelque sorte, par accord, transférées à une conception, je dirais, libérale mondiale, ou en tout cas libérale européenne. Donc à ce moment-là, d'ailleurs c'est explicitement prévu par la réforme de 2008, que le Conseil constitutionnel lui-même puisse considérer qu'il y a des droits qui sont interrogés de façon non constitutionnelle.
Oui, c'est là que justement le Conseil constitutionnel pose un garde-fou, hein, puisque, comme vous venez de bien le montrer, on est toujours dans ce rapport entre démocratie et libéralisme. Avec ce genre de questions, peut-être l'instrument peut réellement être démocratique, au moins parce qu'il fait que les gens répondent réellement à la question qu'il leur est posée, mais il pose des problèmes de liberté, hein, ou des problèmes juridiques, de textes supérieurs qui pourraient être mis en cause par une décision populaire. Et donc, effectivement, mais justement, c'est ça le garde-fou. Le garde-fou peut être le texte juridique qui est soit la Constitution française, soit la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, en fait. C'est très, très difficile de concevoir le bon référendum. Hein, parce que, on peut dire qu'il y a la distinction, parce que ce que vous appelez un référendum à enjeu non glissant, c'est ce qui fait la distinction entre un référendum sur une question et sur une personne. Or, pas forcément, excusez-moi si je vous interromps, parce que, par exemple, on a vu le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Les motivations de vote, l'analyse des motivations de vote a montré que beaucoup de gens il y a eu un glissement d'enjeu, mais seulement minoritairement vers la question du président, plutôt vers des thématiques européennes plus larges. Alors, est-ce que c'est déjà mieux, on a envie de dire. Bon. Mais d'un autre côté, c'est au fond pas non plus acceptable. Pourquoi les gens diraient oui ou non à la Constitution, mais en fait, ils ont dit oui ou non à l'élargissement. C'était l'élargissement de l'Europe qui avait été... la communauté qui a été étendue aux pays de l'Est en 2003, ça a été un des enjeux réels du vote. Donc, le glissement d'enjeu, ce n'est pas forcément vers une personne. Mais c'est quand même aussi un problème. En même temps, il ne faut pas être, à mon avis, non plus trop exigeant, trop puriste. La démocratie, c'est toujours quelque chose d'approximatif. Et je crois que, bon, si on veut absolument faire être au référendum l'instrument démocratique parfait, évidemment, on n'y arrivera jamais et on l'abandonne. On peut critiquer aussi les élections. Je lisais, je ne sais pas, il y a 2 jours, un article d'un collègue dans Le Monde qui disait que les prochaines municipales vont être un référendum sur l'action gouvernementale. Donc les élections aussi connaissent des glissements d'enjeux. Et au bout du compte, finalement, on peut même se demander si ce n'est pas bien que les gens... finalement s'emparent d'un droit qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire de voter sur ce qu'ils ont envie de voter, parce que finalement le message n'est pas perdu quelque part. Oui, alors, ça c'est là tout d'un coup vous changez complètement de position, là. Non. En disant maintenant, les gens après tout, ils peuvent voter. J'essaie de montrer comme c'est ce qui a lieu dans le choix d'une personne, parce que dans le choix d'une personne, on peut voter pour une personne pour des raisons complètement différentes. Oui. À l'intérieur d'un vote personnel, il y a la possibilité d'une multitude de motivations. Et là, si vous allez jusqu'à transposer l'acceptation de cette multitude de motivations dans la pratique référendaire, alors à ce moment-là, vous êtes une théoricienne du glissement positif d'enjeux. Mais c'est une position qui pourrait se défendre, peut-être un peu dangereuse. Non, mais alors, je trouve ça très compliqué et je n'ai pas, la réponse. Alors, revenons à une question... avant de parler de la question très importante que vous avez posée dans la réforme de 2008 du rôle du CESE et de la pétition. Le référendum de 2005, on peut dire que ce référendum, il a été déclenché pour des raisons politiques. On peut dire que ce référendum, la question était peut-être mal posée, mais on ne peut pas dire que le référendum n'a pas été entouré par un débat très, très consistant, qui pourrait même, à certains égards, passer pour un modèle de débat informé. Jamais on n'a vendu autant de livres sur les questions d'Europe que pendant cette période-là. Bon. On peut trouver qu'effectivement, il y avait des raisons de ne pas le poser ou des raisons de faire ce référendum, mais une fois que ce référendum a eu lieu, dans des circonstances qu'à la limite, on pourrait dire parallèle à celle de 1969. Comment peut-on défendre, à votre avis, le fait que le président de la République, alors, n'ait pas fait le choix soit de démissionner,
soit de créer une crise en Europe. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que dans les débats sur la démocratie, je suis frappé, comme vous certainement, je participe à beaucoup de débats un peu partout, que l'exemple de 2005 est souvent pris comme un exemple absolument central de problème démocratique, puisque c'est un des débats les plus informés, grosso modo. On a pensé qu'on avait eu tort de poser la question, et alors qu'ensuite les modifications apportées au niveau européen n'étaient pas véritablement substantielles, la position française a été de ratifier l'accord de Lisbonne sans aller plus loin. Tout à fait. Alors je suis curieuse d'avoir votre avis sur cette question. Alors, sur le fait que le référendum de 2005 a eu une vertu éducative immense sur l'Europe, je suis entièrement d'accord. Et je trouve que s'il faut faire un bilan à un moment donné sur un référendum, je pense que ce référendum a été très vertueux. Il a eu beaucoup plus indépendamment du résultat, parce qu'on peut pas, on peut pas juger la qualité démocratique d'un référendum par rapport au résultat qui nous plaît pas, enfin, qui peut nous plaire ou ne pas nous plaire. Mais sur la manière dont il s'est déroulé, sur le véritable intérêt qu'il a suscité, sur l'éducation à l'Europe, vraiment, hein, qu'il a apporté, je trouve ça extrêmement positif, même si, comme je le disais, on n'a pas beaucoup parlé en fait de la Constitution européenne, on a parlé d'autres choses. Alors, on peut regretter que finalement, c'est la Constitution européenne, si on l'aimait, hein, qui ait fait les frais de cette grande messe européenne, de ce grand débat public, voilà, européen. Ce qui est, alors, la démission de Jacques Chirac, bon, pourquoi disons que je pense que c'est plus choquant pour sa cohérence personnelle, je dirais, pour son image devant la nation, de gaulliste. C'est un petit peu... alors, si on est gaulliste, on peut trouver ça choquant, mais après tout, on peut aussi trouver très choquant, justement, que le président démissionne, justement, parce qu'il pousse, dans ce cas, à ce que le référendum soit un vote sur sa personne. Bon, je dirais que, à la limite, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous avez dit, c'est que, en fait, on a trouvé la solution. On n'a pas réinterrogé le peuple sur le traité de Lisbonne. Ça, je l'ai dit à un moment donné. Ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas dire aux Français, vous décidez en 2005, et puis en 2000, je ne sais plus quand c'était, Lisbonne 2008, j'ai un trou. Eh bien non, là, vous décidez plus, parce que ce serait quand même ennuyeux que vous décidiez non une deuxième fois. Ça, c'est grotesque. Mais il n'y a pas que les Français qui font ça, hein, et c'est là qu'il y a quand même il y a quelque chose qui tourne par rond, si je peux dire, en Europe. Regardez les Irlandais qui reposent régulièrement, enfin qui ont déjà reposé 2 fois la même question pour obtenir un oui, ou les Danois aussi. Hein. Je crois que c'était sur le traité d'Amsterdam, bon, maintenant ou Maastricht, Amsterdam, je les confonds un petit peu, excusez-moi. Mais alors remarquez, eux au moins ils réinterrogent les gens, hein. Mais en s'efforçant peut-être vraiment un peu trop d'obtenir le résultat qu'ils veulent au bout du compte. En même temps, la définition de la démocratie, c'est trouver une modalité pacifique pour donner un pouvoir au dernier mot. Donc si on refait un référendum tous les 6 mois sur la même question en espérant qu'au 10e coup, on arrivera à un bon résultat, c'est une philosophie du référendum qui, là, me paraît pas vraiment défendable. Mais toute cette gêne montre une chose très intéressante, c'est qu'au fond, le référendum n'est peut-être qu'une des modalités les plus faibles existantes, mais une des modalités les plus faibles d'organiser la délibération publique et d'organiser l'initiative publique. Ce qui était vertueux en 2005, c'est la vertu délibérative qu'il y a eu à ce moment-là. Vous insistiez tout à l'heure sur le fait qu'une des forces, la force essentielle du référendum repose dans l'idée d'initiative. Ouais. Et donc on peut très bien imaginer le développement de formes de délibération et le développement de formes d'initiative qui empruntent d'autres modalités institutionnelles. Vous avez fait référence aux pétitions. Le terme de pétition, il est un petit peu banalisé maintenant et renvoyé simplement à un usage, je dirais, presque privé. La pétition renvoie à l'ordre de l'expression de l'opinion. Ça n'était pas le cas autrefois.
Par exemple, sous la monarchie parlementaire, la Restauration et la monarchie de Juillet, les pétitions devaient être discutées au Parlement. Et le Parlement, il y avait une commission des pétitions, et on commençait chaque séance en rappelant des pétitions. Alors souvent on disait, il n'y a pas moyen de les mettre à l'ordre, il n'y a pas raison de les mettre à l'ordre du jour. Mais toute la question de la réforme électorale, par exemple, elle est née de pétitions. Ce sont des pétitions qui ont été discutées à l'Assemblée. Et au fond, ça a été, je pense, sans référence à cette histoire importante, et de même, dans d'autres pays, les pétitions avaient une valeur constitutionnelle. La pétition a une valeur constitutionnelle et pas simplement une expression d'opinion, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'a cherché à faire revivre, alors je ne sais pas, je ne me suis pas intéressé à cette question-là, mais les rédacteurs du texte de 2008, est-ce qu'ils sont retournés un peu à cette idée-là? Mais en tout cas, pour le rapport au CESE, lier une pétition d'opinion à une institution comme le CESE, c'est redonner une dimension, c'est institutionnaliser la pétition. Tout à fait. Si je puis dire. Et ça, c'est quand même une idée assez intéressante. Oui, je suis d'accord, mais je me demande d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas fait tout simplement la même chose au Parlement. Au lieu alors qu'en fait, au Parlement, cette initiative partagée, elle a très peu de chances d'arriver au Parlement, puisque le nombre requis de signatures est vraiment trop élevé. 4,5 millions, c'est beaucoup trop. Donc on peut regretter que... Alors, le droit de pétition, en fait, existe déjà à l'Assemblée nationale. Mais j'ai jeté un rapide coup d'œil. Il y a des statistiques sur le site de l'Assemblée nationale concernant les pétitions. Il y a, je ne sais pas exactement pourquoi, une chute drastique depuis le milieu des années 80. Mais ces pétitions, elles sont examinées par des commissions, mais elles n'ont jamais été inscrites à l'ordre du jour. Donc elles sont enterrées. Et ça, et personne n'en entend jamais parler d'ailleurs, même pas dans une phase précédente. Donc je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire même en conclusion. Finalement, peut-être le référendum, le vote, pose beaucoup trop de problèmes qu'il n'en résout en fin de compte. Mais la possibilité d'amener une question dans l'agenda public, de la discuter, qui est donnée en fait par une pétition, ça a beaucoup de valeur dans une démocratie. Et ça a été introduit au niveau du CESE. Je pense que ça aurait dû être ça aussi au niveau du Parlement. Or, ça risque pas, enfin, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais ce sera très difficile que ça se produise. Ça a été introduit par contre en 2003, le droit de pétition au niveau des assemblées des collectivités locales, que ce soit communes, départements ou régions. 1/5 des électeurs peut imposer la discussion d'une proposition de loi dans l'assemblée délibérante de la collectivité en question. Alors, 1/5 au passage, là encore, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est 20%. Il y a des études qui montrent, des études qui ont été faites par je ne sais plus quelle institution européenne, qui montrent que 5% des électeurs, c'est déjà beaucoup, 10%, c'est pratiquement impossible. Donc en France, on est à 20%. 20% pour l'initiative. Alors 20% pour les communes. Un dixième, c'est-à-dire 40%. Non, qu'est-ce que je raconte 10%, ça fait 10%. Voilà. Un dixième. Oui, voilà. Pour les départements et les régions. Donc c'est énorme aussi, mais au moins ça existe, ça a été introduit au niveau local. On n'a pas eu au niveau national, c'est peut-être dommage, on l'a pour le CESE. Je pense qu'il ne faut pas non plus être négatif, je ne le suis même pas. Enfin, tout ça va quand même dans le bon sens. Ce sont des opportunités en plus, il en reste toujours quelque chose. Juste une remarque d'ailleurs, puisque vous parlez du niveau local, c'est qu'en France, quand le débat s'est vraiment développé sur le référendum, il s'est d'abord lié à l'idée du référendum communal. Oui. C'est d'abord en matière de référendum communal qu'il y a eu le plus de discussions. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a des formes de vote, mais il n'y a pas de demande d'institutionnaliser le référendum communal. Et pourquoi ? Ben, à mon avis, pour une raison, c'est qu'au niveau communal, l'interaction entre les élus et les électeurs, les formes de délibération, les formes d'information,
le pouvoir est beaucoup plus proche des citoyens et le pouvoir interagit, je dirais, plus avec la société. Et le référendum, c'est un mode d'interaction à la fois très fort, mais très brutal, qu'on ne peut pas utiliser très souvent. Et au fond, peut-être que c'est une leçon générale sur la question du référendum. C'est que si l'essentiel du référendum repose sur l'initiative et la délibération, eh bien à ce moment-là, c'est le développement des formes d'initiative et le développement général des formes de délibération qui doivent répondre, donner la clé de l'approfondissement démocratique et pas simplement le développement du référendum. Donc on pourrait dire que le référendum est l'expression la plus solennelle et la plus forte, mais qui ne peut pas être l'expression, la modalité régulière et permanente d'interaction entre pouvoir et société. Oui, je suis assez d'accord avec ça et j'ajouterais, si vous me permettez, que je trouve ce qui est bien avec le référendum, c'est aussi que ça oblige à formuler quelque chose de constructif. Et donc ça permet, et non pas à seulement critiquer le pouvoir en place ou le gouvernement et ce qu'il fait, ça oblige à une participation plus constructive des citoyens. Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous.